Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Une lettre ouverte condamne le manque de conviction du Canada face au mandat d'arrêt, bien sûr, au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour en parler, je rejoins Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut Alexandre, comment vas-tu? Ben, ça va très bien, toi? Je vais extrêmement pas mal, il fait beau, ça ressemble plus au printemps, moins l'été, je me dis c'est pas une mauvaise affaire, une fois de temps en temps que les saisons soient à bonne place. Je me régale à l'idée d'aller faire un petit bout de marche sur le Mont-Royal, donc la vie est bonne, mais peut-être l'est-elle moins pour notre premier ministre, M. Trudeau, qui est un peu mis dans les câbles, tu le disais tout à l'heure, une lettre ouverte dans laquelle on reproche au Canada son manque de conviction. C'est extraordinaire déjà comme formule, tellement canadien. C'est pas l'hypocrisie, non, c'est le manque de conviction qu'on va montrer du doigt à l'endroit de ce possible ou de ces possibles mandats d'arrêt qui pourraient être émis tant contre des leaders du Hamas, 3, que 2 leaders politiques israéliens, le ministre de la Défense et le premier ministre. On s'en était à ce jour à Ottawa sorti avec une espèce de pirouette en disant que la Cour pénale internationale avait fait de fausses équivalences entre les crimes de guerre reprochés au Hamas et ceux qui sont reprochés à Israël. À Mme Friedland, la vice-première ministre, on avait dit oui, mais le Canada est signataire du statut de Rome, donc participe à la logique de la Cour pénale internationale, s'il fallait que M. Netanyahou, le ministre de la Défense israélien plutôt, M. Galland vienne au Canada ou se déplace au Canada ou pour une raison ou une autre, soit forcé d'atterrir au Canada, est-ce qu'immédiatement on les arrêterait parce que ça serait notre obligation? On a signé le contrat et puis Mme Friedland avait dit c'est une hypothèse. Je ne doute pas un instant que s'il fallait qu'un des 3 leaders du Hamas soit trouvé au Canada, bon, on s'entend, les chances sont pas grandes et le Canada considère que le Hamas est une organisation terroriste. Mais s'il fallait qu'on les trouve au Canada, ces personnes seraient immédiatement arrêtées, remises aux autorités compétentes. Et là, donc, depuis une dizaine de jours, le Canada avait joué sur les équivoques et 375 personnalités universitaires, politiciens, ex-politiciens, un ancien ministre des Affaires étrangères libéral, Lloyd Axworthy, qui signe cette lettre en sommant M. Trudeau de se commettre. Dire, est-ce que oui ou non, quelles que soient les fausses équivalences que vous entrevoyez, est-ce que oui ou non, vous allez respecter nos engagements, puisqu'on dit croire à cette idée qu'il y a un droit international et que dans ce droit international, on peut identifier des circonstances ou même des alliés, dans ce cas-ci Israël, pourraient avoir commis des crimes de guerre. Et il n'y a pas d'ambiguïté possible. Est-ce que tu le crois ou tu le crois pas? Si les mandats devaient être émis, est-ce qu'on les appliquerait? Parce que si ce n'est pas le cas, ben on se retrouve dans une logique d'application, donc à géométrie variable, à la face du client, parce qu'il y a des gens qui sont des alliés, des gens qui sont pas des alliés. Alors, en d'autres circonstances, sans l'ombre d'une hésitation, le Canada a dit c'est une très bonne idée. On avait accueilli, je me répète là-dessus, mais très favorablement l'idée que la CPI, la Cour pénale internationale, demande l'arrestation de Vladimir Poutine pour ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, le cas de figure est différent? Alors, on verra si la pression augmente, mais ce n'est que 375 intellectuels et ex-politiciens, dirons-nous, mais ça ajoute quelque chose, alors qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a un vaste mouvement pour faire en sorte qu'on rétorque à la Cour pénale internationale, même qu'on fasse pression, puis là on parle pas de chantage, mais de mesures assez coercitives. Le secrétaire d'État, M. Blinken, est dans une espèce de mariage de raison, appelons ça comme ça, allié à des républicains qui exigent de l'administration Biden qu'il bouge pour dire à la Cour pénale, un instant, checkez-vous les enfants, on pourrait être beaucoup plus agressif qu'on ne le dit si vous allez jusqu'au bout de cette logique. C'est donc dire que, alors, on l'a répété à l'occasion, il y a plein de pays qui ne sont pas signataires ou s'ils le sont du statut de Rome, refusent de reconnaître l'autorité de la Cour pénale internationale.
C'est vrai des États-Unis, c'est vrai des Russes, c'est vrai des Chinois, c'est vrai des Israéliens. Des grandes puissances ne veulent pas être dans une position où, par exemple, ils auraient à se justifier de leurs propres crimes de guerre, que ce soit en Afghanistan ou en Irak pour les Irakiens, en Syrie pour les Russes, par exemple, ça pourrait être aussi vrai pour les Américains. Donc, ils n'en reconnaissent pas les compétences, mais au minimum, les Américains ont toujours dit, il y a quelque chose comme un droit international, à telle enseigne qu'ils ont mis en garde leur allié israélien en disant, nous pourrions ne pas vous fournir des armes s'il fallait que l'on vous trouve en infraction littéralement, si vous contreveniez ou aux lois américaines ou aux lois internationales. Il y a un rapport qui a été remis au Congrès, extraordinairement ambigu il y a 3 semaines, dans lequel on dit oui, apparemment, peut-être qu'à Gaza, les Israéliens, vous auriez enfreint des règles de droit international, mais c'est pas déterminant, donc on n'arrêtera pas de livrer des armes. C'est donc dire que la logique du droit international, ils y croient, mais dans ce cas précis, pas. Et là, le Canada, qui, des fois, a l'air d'être le roquet des Américains et qu'on aboie à leur côté, on reçoit nos cues de Washington. Et sur la question israélienne, apparemment, on est très, très, très alignés, comme on l'est sur plein d'autres choses. Alors, je dis pas que nous sommes émasculés, que le Canada n'a pas d'autonomie, mais sur un certain nombre d'enjeux, puis je sais pas si, comme moi, t'as vu ce qui se passait depuis quelques jours avec l'Ukraine. Mm-hmm. Sur l'utilisation de ces armes qui sont fournies par les alliés. À un moment donné, on parle souvent de lignes rouges, Stéphane, dans les conflits internationaux. Actuellement, il y a tout ce qui est... Les lignes rouges sont souvent transgressées. Ah ben oui, parce que là, actuellement, si on simplifie, les armes qui sont envoyées en Ukraine servent davantage à défendre le territoire ukrainien. Mais là, il y a de plus en plus de pays de l'OTAN qui sont ouverts à ce qu'on les utilise de manière offensive, en territoire russe. Et il y a plusieurs pays, il y a une espèce de... Les voies s'alignent là, en cette direction-là depuis les dernières heures, Stéphane. Je suis curieux de ton sentiment sur cette affaire-là, puis je vais te répondre. As-tu l'impression qu'il y a d'une accélération en ce moment? Ben oui, mais ça. Alors oui, là aussi on en a parlé alors que ça se jouait en coulisses il y a quelques jours. De retour de Kiev, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, avait commencé à Washington à faire pression pour que l'administration, son administration, il faisait un travail de lobby politique, parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde est aligné au même moment. Monsieur Blinken avait commencé à faire pression pour dire les armes que l'on fournit devraient permettre aussi aux Ukrainiens d'attaquer les Russes sur leur territoire. C'est une guerre, les Russes ont envahi, évidemment, disons-le comme ça, c'est une bonne guerre, si tu veux la gagner, tous les coups sont permis, sauf qu'évidemment, l'Ukraine est dans un cas de figure comme celui-là, prête à tout, puisqu'elle se défend. Est-ce que, par extension, nous sommes collectivement prêts à tout, surtout quand on est le principal pocheux d'armement, avec les risques d'escalade ou de perception de ce qu'est une escalade pour l'adversaire russe, et particulièrement compte tenu de ce que c'est une puissance nucléaire. La Russie, M. Poutine, depuis plusieurs mois, rappelle qu'ils le sont, qui ont l'arme nucléaire et s'ils se sentaient menacés, pourraient choisir de l'utiliser. Ça fait partie du poker menteur que jouent des puissances nucléaires. Est-ce que je pense que demain matin, M. Poutine serait tenté d'utiliser l'arme atomique pour se défendre? Non, mais c'est un risque que tu dois calculer. Et si les Ukrainiens, par exemple, attaquaient une base radar de détection qui fait partie de son système nucléaire, justement, qui évalue le risque et qui peut éventuellement choisir de répondre de manière disproportionnée parce qu'ils estiment que leur sécurité nationale est menacée, est-ce qu'il y a un risque que ça puisse se passer? La Maison-Blanche le dit, mais en même temps, on voit, et tu l'as souligné tout à l'heure, de plus en plus de pays qui, comme par hasard, je disais le Canada, roquet des États-Unis. Mélanie Joly, notre ministre des Affaires étrangères, qui je pense était en Suède hier ou avant-hier, aux côtés du ministre suédois des Affaires étrangères, qui dit effectivement, on est d'avis qu'on ne devrait pas empêcher les Ukrainiens d'utiliser les armes que nous leur fournissons pour attaquer le territoire russe ou les forces russes en territoire russe s'il le faut. Macron, le président Macron, Emmanuel Macron, hier, même chose. Alors,
ce qui est dit en coulisses il y a quelques jours à Washington, de plus en plus est dit ouvertement en public. Alors, c'est une légère escalade, mais ça n'arrête pas. Ça vient s'ajouter au propos du président français Macron qui parlait de l'ambiguïté stratégique, du possible déploiement de soldats sur le territoire ukrainien pour les appuyer. Parce que la vérité, puis on pourrait faire un parallèle avec Gaza, il y en a un. Quand les Israéliens ont commencé leurs opérations, ils ont un peu roulé les mécaniques, ils ont dit on va être capable de décapiter le leadership du Hamas. C'est une opération qui durera quelques semaines, voire quelques mois, mais nous sommes tellement omnipuissants que nous allons rapidement faire le ménage. Or, ce n'est pas le cas. Et en Ukraine, même chose. On a expliqué d'ailleurs dès le départ que les sanctions économiques à elles seules suffiraient. On a empêcher M. Zelensky au début du conflit, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, de négocier avec les Russes. Il y avait quelque chose sur la table. Alors, le détail complet, on l'a pas. Mais on a convaincu M. Zelensky qu'il n'y avait aucun souci, que cette guerre, il la gagnerait, que nous serions à ses côtés, avec les moyens qu'il fallait pour lui permettre de l'emporter, cette guerre. Et là, on est dans un cas de figure où, les Russes, s'ils ne la gagnent pas, ont l'initiative sur à peu près toute la ligne de front, et de plus en plus, on est à contempler la débâcle. Et là, qu'est-ce que tu dis à ton allié? Non, tu négocies pas. On va te permettre d'attaquer les Russes sur leur territoire. On va t'envoyer des armes. La cavalerie, comme dans Lucky Luke, s'en vient. Mais ce qui va arriver après la fin de la bataille, j'en sais strictement rien. Si j'étais Ukrainien, je me poserais des questions. Si j'étais une mère ou un père ukrainien dont les enfants se cachent en ce moment pour ne pas aller au front, je me poserais certainement des questions. Non pas que j'aurais pas envie de battre les Russes. T'es attaqué, t'as envie de gagner. Mais est-ce qu'il y avait un compromis politique forcé, on s'entend par les Russes, il y a 2 ans et quelques, qui aurait permis d'éviter le pire? Pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que le pire n'est pas une option et que le meilleur est possible, c'est-à-dire qu'ils vont gagner. J'y croyais pas il y a 2 ans et demi. Je n'y crois pas non plus aujourd'hui. Je pense qu'on est en train de défier le réel. Politique américaine, Stéphane, on parle souvent de la rivalité entre Joe Biden et Donald Trump, les 2 candidats en vue de la course à la Maison-Blanche lors de la prochaine élection. Mais est-ce qu'il y a collusion entre les deux pour exclure un certain Robert Kennedy Jr. du débat du 27 juin? J'irai rapidement parce que l'affaire n'est pas parfaitement entendue, mais ça donne l'impression qu'effectivement CNN, parce que c'est pas la commission présidentielle qui était un organisme non partisan qui traditionnellement depuis 87 organisait les débats présidentiels. On a comme délégué ça à des diffuseurs qui ont court-circuité le processus. Monsieur Biden, dans une annonce surprise il y a quelques semaines, avait dit moi je suis prêt à débattre avec mon ami Trump, bring it on, un peu cowboy. Avec un débat annoncé pour le 27 juin, ce qui est en dehors du calendrier habituel, avec, j'en suis assez convaincu, oui, et c'est l'impression du candidat Robert Kennedy, qu'on a voulu le court-circuiter, que ça fait l'affaire des 2 candidats. Parce que théoriquement, quelqu'un qui fait la démonstration qu'il peut être sur les listes électorales, sur les bulletins de vote, dans des États qui, au total, font 270 votes au collège électoral. Je sais que c'est une mathématique complexe à comprendre, mais en fait, si un candidat peut faire la démonstration qu'il est éligible et que dans quelques sondages nationaux, on parle de 4, il atteint 15% d'appui, normalement, on doit lui faire une place. Et là, ce qu'on dit, c'est que M. Kennedy n'aura pas les 270 votes au collège électoral assurés parce qu'il est dans le processus de s'inscrire. En fait, c'est essentiellement une mécanique, si on veut faire simple, pour le disqualifier, parce que ni l'un ni l'autre des 2 candidats, dans ce monde où moins de choix veut dire plus de démocratie, je reviens toujours à ma formule, mais elle est ironique, évidemment. On explique aux Américains que quelqu'un qui fait 10 à 15% dans les sondages, il n'y a pas de raison qu'on l'écoute, et ça fait très bien l'affaire des 2 principaux candidats qui ne veulent pas être dérangés dans leur petit plan de match. Qu'est-ce que tu nous proposes à Contact cette semaine? Je suis très content. C'est proportionnel à mon passage aussi au Québec. Une entrevue avec un de nos plus grands humoristes, Martin Matt, candide dans l'introspection, comme peut-être je l'ai jamais entendu. Je te propose, si tu veux, pour te donner une idée de la tonalité, un petit extrait.
quand je fais 300 fois le même show, il y a peut-être 100 soirs où, sur scène, pendant que je parle, je me dis, ouf, est-ce que ça rit moins qu'hier, mon Dieu? Est-ce que les gens s'ennuient? Ils ont payé, ils sont là pendant que je parle. Là. Et là, il faut que je me parle pour me reconcentrer sur mon texte, pour oublier ça. Mais une anxiété de performance constante. Ouais. Et qui jamais ne t'a lâché? Jamais. J'ai pas peur de le dire que des fois, c'est pas tabou. Des fois, même si j'ai tout ce qu'il faut, je suis très triste. Puis souvent, je suis très heureux. Mais c'est un petit combat, moi, d'être heureux. Faut que je travaille mon bonheur. Faut que je me dise, hey, là, t'aimes ça jouer au tennis, t'aimes ça aller souper avec des amis. Boucle-le parce que la tristesse va prendre plus de place dans ta semaine. C'est assez révélateur, hein, Stéphane? Oui, Cette effectivement. anxiété de performance, même chez les plus grands aussi. Hein. Qui ne le lâche pas, surtout depuis un soir, il y a peut-être une douzaine d'années, où il a été complètement incapable de continuer. Il a dû arrêter le spectacle à 8 minutes du début. Donc, cette mécanique-là, il nous en parle, mais aussi de son père, beaucoup, et des rapports difficiles. Il est mort aujourd'hui, mais des rapports difficiles qu'on entretient avec ce personnage évidemment essentiel dans nos vies, qui l'inspire beaucoup pour sa prochaine série qui sera diffusée sur Amazon. Monsieur Matt, qui a compris que l'avenir se jouait peut-être sur les plateformes. Puis les ploucs comme nous, on continue à faire de la radio et de la télévision dans les mainstream. Mais on est présent sur quand même différentes. On est quand même présent sur différentes plateformes. Mais merci, celui qu'on a qualifié d'insaisissable. T'as vu ça? Sous la plume d'Hugo Dumas, l'insaisissable, Stéphane. Tu parles de moi, là. Oui. Écoute, je suis là. Tu peux totalement essayer de me saisir. Là. Je suis pas loin. On n'est pas Mais loin. je m'échappe à moi-même. Il y a des fois où je m'échappe à moi-même. C'est pour dire, comme il avait raison, Dumas, l'insaisissable. Je sais même pas ce que je veux dans la vie. Salut Stéphane, porte-toi bien. Là. Salut.